Merci beaucoup Nadia, bonjour à tous. Je suis en effet doctorante, mais à l'Université du Queensland en Australie, où je réalise en effet ma thèse sur changement climatique et sécurité. Et je suis chercheuse associée à l'IRIS, donc Institut de Relations internationales et stratégiques. Alors je suis ravie de pouvoir intervenir aujourd'hui sur la géopolitique de la géo-ingénierie. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous au cours des dernières années, des derniers mois, des dernières semaines. Mais je vais tenter, au cours des prochaines minutes que j'ai, de vous exposer deux choses. Dans une première partie, je vais vous proposer d'essayer de faire une sorte de cartographie des différentes techniques, des technologies en cours de développement que l'on catégorise comme étant de la géo-ingénierie, en particulier la géo-ingénierie solaire. Et puis ensuite, dans un second temps, pour faire le lien avec le sujet de la conférence d'aujourd'hui, essayer d'aborder le développement de la géo-ingénierie sous son prisme stratégique. C'est un enjeu stratégique de fait, j'essaierai de l'expliquer de par l'objet d'intervention et l'échelle d'intervention qui la sous-tend, et elle sous-tend également des risques sécuritaires que j'essaierai d'exposer au cours également des prochaines minutes. Alors, pour commencer, le contexte. Le contexte, il est important à reposer, vous le connaissez tous, j'en suis convaincue, mais pour comprendre comment et pourquoi la géo-ingénierie vient à gagner en importance, notamment dans le débat public, également en termes de financement de la part des acteurs publics et privés, on doit repartir de l'accord de Paris en 2015 avec les objectifs que nous connaissons tous, de limitation de l'augmentation de la température moyenne et d'atteinte d'un équilibre climatique durant la seconde moitié du XXIe siècle. Depuis l'adoption de cet accord, j'imagine que vous le savez tous aussi, mais c'est important de le rappeler, on a tout de même un bilan assez négatif, assez pessimiste. Tout d'abord, lorsqu'on parle des records de concentration de gaz à effet de serre, qui ont encore atteint un nouveau record en 2022. Ce que vous voyez ici sur l'écran, c'est un travail qui est fait par le Climate Action Tracker, qui permet de suivre les trajectoires de température associées aux contributions déterminées au niveau national des États tels qu'ils les soumettent à la CNUC, donc à la Convention 4 des Nations Unies pour le changement climatique, et vers où cela nous dirige. Donc en effet, on a des efforts de réduction des émissions qui sont insuffisants, et de fait, on a des trajectoires d'émissions et de température qui sont extrêmement pessimistes. En parallèle, Nadia le rappelait, on observe en effet des manifestations de plus en plus importantes des changements climatiques, en termes de fréquence, en termes d'intensité parfois, et un discours de l'urgence à agir, en termes d'atténuation, l'urgence de s'adapter également, l'urgence qui revient souvent de la part de différents types d'acteurs dans leur discours. Et en effet, quoi faire face à ce constat? Eh bien, certains scientifiques se sont penchés depuis les dernières années, mais également dans le cadre d'acteurs stratégiques, je vous en parlerai, en particulier le département de la défense américain, sur la géo-ingénierie. Alors, la définition que vous voyez à l'écran, c'est une définition qui a été développée par un groupement de chercheurs réunis dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Réagir, financé par l'Agence nationale de recherche, qui définit la géo-ingénierie comme l'ensemble des techniques et pratiques mises en œuvre ou projetées dans une visée corrective à grande échelle d'effets de la pression anthropique sur l'environnement. Alors elle peut avoir plusieurs cibles, le climat, je vous en parle aujourd'hui, mais également l'océan ou le cycle de l'eau. Alors pour simplifier un peu tout cela, la géo-ingénierie, elle peut viser à agir sur deux choses. Les causes, l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en particulier du CO2, c'est ce qu'on appelle la capture et le stockage du carbone notamment, mais aussi carbon removal, donc le retrait du carbone de l'atmosphère. Mais elle peut aussi chercher à agir sur les conséquences du changement climatique et de l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire sur les conséquences, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie du rayonnement solaire ou géo-ingénierie solaire. On va ici chercher à abaisser de manière artificielle la température moyenne globale. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de nous concentrer sur la seconde catégorie, la géo-ingénierie solaire. Pourquoi? Eh bien, au regard d'une part de l'échelle d'intervention qu'elle sous-tend et des risques stratégiques, les enjeux stratégiques qui y sont associés, mais aussi parce que la géo-ingénierie du CO2, aujourd'hui on entend beaucoup plus parler, c'est quelque chose qui est un peu plus mainstreamé, à la fois dans les scénarios qui sont établis par le GIEC, par
l'Agence internationale de l'énergie, mais plus généralement dans le débat public. Et donc, j'ai trouvé intéressant d'aborder un sujet un petit peu moins connu. Alors, qu'est-ce que la géo-ingénierie solaire et d'où ça vient? En 91, aux Philippines, le volcan du mont Pinatubo a eu une éruption assez importante. Suite à cette éruption, la température moyenne globale a diminué d'environ 0,6 degrés à l'échelle globale sur une période d'à peu près 1 an. Donc on a pu observer que l'éruption volcanique pouvait avoir cet effet de voile permettant de bloquer les rayonnements solaires ou en tout cas d'empêcher à une certaine quantité de rayonnements solaires de pénétrer dans l'atmosphère et de contribuer au réchauffement. Dans ce contexte-là, et également dans les années 90, au sein du département de la défense américaine, on a vu émerger une réflexion sur les enjeux sécuritaires des changements climatiques avec un premier rapport publié par la Navy, donc la marine américaine, sur les effets des changements climatiques sur leurs activités. On a eu tout un début de réflexion sur les possibilités de contrer le phénomène des changements climatiques au regard des implications que celui-ci peut avoir, notamment en termes opérationnels pour l'armée américaine. Et donc l'objectif ici, ça va être vraiment d'abaisser la température moyenne et de fait d'atténuer les conséquences négatives associées à l'augmentation de la température moyenne, et tout cela en augmentant l'effet d'albédo. Alors, il existe 2 types, aujourd'hui en tout cas, de technologies qui sont en train d'être développées. La première, c'est l'injection d'aérosols dans la stratosphère, SAI. En anglais. Donc on va chercher à injecter du sulfate, de l'alumine, de la poudre de calcium, la poudre de diamant également, entre 15 et 50 km au-dessus du niveau de la mer. Donc vous le voyez ici, c'est un petit schéma qui vous montre un petit peu comment on prévoit de le faire. Et cela, c'est un premier projet qui s'appelle Scopex, le plus connu, qui est hébergé à Harvard, aux États-Unis, financé par Bill Gates notamment. Je reviendrai tout à l'heure sur les financements de la géo-ingénierie. Ce projet-là, il devait avoir un premier essai, une première expérimentation à échelle réelle en 2021, en février 2021 plus exactement. Nous étions encore en confinement ici. Il a été arrêté juste avant, suite à des oppositions du peuple Sami. Ce peuple-là, en fait, c'était sur son territoire, en Suède, que devait avoir lieu cette première expérimentation qui visait à diffuser une première petite quantité de particules chimiques de manière à pouvoir, et c'est comme cela que justifient les scientifiques du projet Scopex d'avoir recours à cette expérimentation-là, d'améliorer les modèles mathématiques. L'objectif étant, et en partant du fait qu'ils sont limités aujourd'hui en termes de capacité à modéliser les interactions qu'il y a et qu'il y aura du fait d'une injection supplémentaire d'une particule chimique dans l'atmosphère, l'objectif était d'améliorer ce modèle mathématique. Donc cette expérimentation a été bloquée, elle a été reportée, on ne sait pas encore quand cela aura lieu, mais voici le premier gros projet à l'œuvre aujourd'hui. Le second, moins connu, le projet Sabre, qui est lui financé par le gouvernement américain et qui est encadré et hébergé à la National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA, qui vise ici à tester également les matériels. Alors où on en est? On a eu un premier test en Alaska cette année, en tout début d'année. Donc ça, c'est l'avion qui a été testé, c'est un ancien avion militaire. L'objectif étant, à ce stade, officiellement, en tout cas tel que les communications nous le font paraître, de tester tous ces équipements pour voir la réaction, comment cela fonctionne. Donc on va avoir un deuxième test en 2024 au Costa Rica et en 2025 dans l'hémisphère sud, la localité n'étant pas encore diffusée et publique aujourd'hui. Un troisième projet, Satan. Vous notez en effet l'étymologie particulière de ces acronymes. Alors ce projet-là, même chose, objectif officiel, tester les équipements. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a été avertis et informés, nous, communauté internationale, société civile de manière générale, de ces tests cette année, alors que 2 autres avaient été réalisés en 2021 et 2022. Ce que ça veut nous dire, c'est qu'on a une grande dépendance à la diffusion de l'information, et à la capacité, à la volonté des acteurs qui la développent de bien vouloir rendre public ce genre d'informations. Et au regard de l'aspect tabou de la géo-ingénierie solaire, on voit aussi
une reluctance, un retrait en fait, de certains acteurs à rendre publiques les choses lorsqu'elles arrivent pour éviter des critiques potentielles. Ensuite, un dernier projet dont je voulais vous parler, c'est le Arctic Ice Project, toujours dans cette grande famille de l'injection d'aérosols dans la stratosphère, cette idée qu'on va venir diffuser des particules chimiques pour bloquer le rayonnement solaire. Ici, c'est un projet qui vise spécifiquement à agir dans une zone géographique particulière, l'Arctique, de manière à abaisser la manière dont ce territoire se réchauffe. La petite phrase que vous voyez, c'est celle qui est présentée sur le site du projet. Je vous laisse la lire, on va la lire ensemble. Donc, je vais essayer de la traduire. 10 années de recherche montrent que nous pourrions avoir une façon safe et effective de ralentir la fonte des glaces en Arctique. Et ce qu'on voit, c'est ce narratif de l'urgence également dont je vous parlais juste avant, et cette solution possible à porter. C'est vraiment cela, cette manière... c'est comme cela qu'est légitimé en fait le développement de ces technologies, avec cette idée que plus ça va mal, plus on se doit de rechercher là-dedans. On a également des oppositions, des délégations du peuple indigène locaux qui s'opposent à ces expérimentations, car on est là aussi à un stade d'expérimentation à échelle réelle, en raison d'une part des conséquences d'une possible expérimentation sur les écosystèmes locaux, mais également sur leur santé, car nous ne connaissons pas encore les conséquences qu'il peut y avoir. Je reviendrai ensuite sur les risques qui sont associés à la fois pour nous, sociétés humaines, mais aussi bien sûr pour les écosystèmes d'où nous dépendons. Alors, Make Sense. Je voulais vous présenter cette start-up américaine parce qu'elle propose quelque chose de nouveau qui a fait débat. Elle propose des crédits de refroidissement. Des crédits de refroidissement qui fonctionnent à peu près comme le crédit carbone, sauf qu'il n'y a pas encore de marché de refroidissement, et qui vous proposent sur leur site d'acheter des crédits de refroidissement. Alors cette start-up, elle est basée en Californie, et suite à l'achat par des particuliers de ce type de ballon, il y a eu un premier envoi en 2022 au Mexique. Et suite à ça, le gouvernement mexicain a banni toute expérimentation sur son sol de ce type de technologie. Ce qui est intéressant de noter, c'est d'une part qu'il n'y avait aucun encadrement légal de ce type de pratique, il n'y avait aucun suivi scientifique, et au regard de l'importance des expérimentations à échelle réelle telles que les expliquent ces scientifiques-là, il y a une nécessité de pouvoir récolter l'information lorsqu'on vient déployer ce type de technologie et diffuser ces particules dont on ne sait pas encore les réactions qu'elles pourraient avoir sur les écosystèmes et sur les sociétés humaines ensuite. Ah oui, alors, je voulais vous donner aussi une petite illustration logistique pour avoir bien en tête ce que ça demanderait réellement de diffuser ces particules chimiques dans la stratosphère pour refroidir la Terre. Donc, en 2018, une étude a été financée par la DARPA, donc c'est un département également aux États-Unis de recherche. Donc les deux chercheurs, Smith et Wagner, ont fait un modèle de déploiement commençant en 2033. Donc on commencerait dès 2033 à envoyer des avions. Alors à quoi fonctionneraient ces avions, c'est une autre question, pour diffuser ces particules chimiques-là, avec un déploiement maximum en 2047. Ce que ça demanderait, c'est 95 avions volant 41 vols par jour, soit plus de 60 000 vols par an. Donc c'est une logistique absolument incroyable. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que ces avions-là partiraient de bases militaires. Ce sont des avions militaires également. Donc on a réellement toute une logistique associée à cela qui est particulière et qui est très importante. Et un coût, c'est important aussi de l'avoir en tête, qui est estimé à 36 millions de dollars. Alors c'est beaucoup, mais vous me direz en comparaison au coût associé à la transition énergétique, qui paraît pour certains trop important. C'est l'argument également qui est présenté par les défenseurs de la géo-ingénierie solaire, c'est que ça ne coûte pas très cher et que les avantages peuvent être importants. Ensuite, donc je vous ai parlé juste avant d'une première famille de technologies, l'injection d'aérosols dans la stratosphère. La seconde est celle-ci, le blanchiment des nuages marins. Alors, l'objectif ici, ça va être de venir diffuser des particules très très fines de sel marin dans les nuages situés au-dessus des océans, avec pour objectif, même chose, d'augmenter la capacité réfléchissante de ces
nuages de manière à diminuer la quantité de rayonnement et de rayons solaires qui pénétreraient dans l'océan. Donc l'objectif étant pareil, de refroidir les océans. Alors ici, ce que vous voyez, c'est la première expérimentation à échelle réelle qui a eu lieu en 2020 sur la grande barrière de corail australienne. Donc le gros plutôt ventilateur que vous voyez était sur un bateau et diffusait ces particules de sel de manière à tester la réaction, l'efficacité que cela pouvait avoir. Donc ça a été considéré comme une expérimentation réussie. On a vu l'université du New South Wales, qui est là où est hébergé le projet, donc c'est bien un projet public, qui a obtenu un nouveau financement de plus de 100 millions de dollars australiens. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que cette technologie-là n'est pas présentée comme une technologie de géo-ingénierie, mais comme une technologie permettant de lutter contre le blanchiment des coraux. Donc on a tout un narratif aussi et un jeu qui est fait par certains acteurs pour pouvoir rendre en tout cas l'acceptabilité sociale plus importante pour des technologies qui pourraient dans d'autres contextes être beaucoup plus débattues. Alors, j'ai essayé de poser un petit peu les images en tête de ce que c'est la géo-ingénierie solaire, qu'est-ce qu'on développe, à quoi ça ressemble. Et maintenant, j'aimerais discuter avec vous des enjeux qui y sont associés. Alors, pour ce faire, dans un premier temps, quels sont les acteurs? Quels sont les acteurs qui évoluent dans l'écosystème de la géo-ingénierie solaire? Alors, on a tout d'abord les instances onusiennes, UN Environment, l'IPCC. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a pu voir notamment au sein de l'Assemblée générale de UN Environment l'enjeu de la géo-ingénierie être discuté, donc pris par les différentes parties. Alors, on a eu des oppositions, mais en tout cas, on a cet enjeu qui est discuté. Le GIEC, donc l'IPCC, intègre également la géo-ingénierie à ses travaux. On a bien sûr les États. Les États, d'une part, par leur financement, c'est le cas notamment aux États-Unis, c'est le cas en Australie, j'ai pu vous le montrer. On a bien sûr les agences scientifiques publiques, des scientifiques qui sont pour, qui sont contre, issus des sciences naturelles, des sciences sociales. On a aussi des acteurs militaires, de manière très importante. Je vous en parlerai juste après, mais je vous l'ai déjà dit au début, l'émergence de la géo-ingénierie et de l'idée de pouvoir modifier à grande échelle le climat a émergé dans un contexte stratégique et militaire qui est celui du département de la défense américain. On a aussi une implication des acteurs militaires au regard de la logistique que je vous présentais juste avant, les avions, les bases, mais aussi les études qui sont financées. Aujourd'hui, de nombreux scénarios de déploiement de la géo-ingénierie sont développés par les acteurs militaires, la CIA notamment. Et donc, on a une implication assez importante qui fait presque de fait la géo-ingénierie un enjeu stratégique. On a aussi les individus, bien sûr, vous, moi, qui sont sommes impliqués plus ou moins dans le développement, ou en tout cas dans la capacité à comprendre ce qu'est cette technologie-là. Et on a aussi, bien sûr, les ONG pour, contre aussi, certaines ONG qui font du lobby pour le développement de cette technologie-là, avec ce narratif de l'urgence, avec ce narratif de la nécessité à protéger les plus vulnérables, une potentielle augmentation de la température moyenne et des conséquences associées, la nécessité de protéger notre façon de vivre également, ce business as usual qui ne nécessiterait pas d'être remis en question avec une technologie comme celle-ci, mais aussi, et bien sûr, des ONG contre. Je vous ai parlé juste avant de l'opposition du projet Scopex en Suède. Elle a pu avoir lieu. Cette opposition est fonctionnée parce qu'une mobilisation de tout un consortium d'ONG indigènes qui s'est mobilisé pour stopper cette expérimentation. Et on a bien sûr, donc, je vous ai mis juste là Geoengineering Monitor, ce logo. C'est une ONG qui cartographie tous les projets des géo-ingénieries à l'œuvre dans le monde. Donc il y a une carte interactive, si vous voulez aller voir plus tard, qui cartographie et répertorie tous les projets à l'œuvre. Donc ça permet un petit peu d'avoir une idée d'où sont situés les projets. Deuxième enjeu, qui finance? C'est un enjeu crucial, bien entendu. Alors en bleu, sur ce graphique qui est issu d'une étude publiée en 2022 par Kevin Surprise et John Sapinski, les financements en bleu sont aux États-Unis. Bon, je pense qu'il est assez clair que les financements dominent aux États-Unis, bien plus que n'importe où. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'on a beaucoup de financements qui viennent de fondations philanthropiques, du public, mais aussi et surtout d'individus. C'est les carrés que vous voyez. Et en effet,
Ce tableau vous montre d'où vient le financement de la géo-ingénierie solaire uniquement. Donc on a près de 40% qui est issu des capitaux d'individus qui travaillent dans la finance, dans l'immobilier. Ça nous indique quelque chose, j'en parlerai tout à l'heure, mais lorsqu'on parle de la géo-ingénierie solaire, il faut toujours avoir en tête la question suivante: qui les développe et pourquoi? Quels intérêts on est en train de défendre? Alors, si je vais vous parler des enjeux stratégiques, je vais devoir vous parler des risques qui sont associés, bien entendu, et notamment pour les systèmes naturels. Aujourd'hui, on sait déjà, uniquement sur la base des modèles mathématiques et sans avoir eu encore d'expérimentation à échelle réelle permettant d'avoir d'autres informations, que l'injection d'aérosols dans la stratosphère, donc la première technologie que je vous ai présentée, avec l'envoi d'un ballon ou d'un avion qui vient diffuser ces particules chimiques, on a des risques de modification, voire de destruction de la couche d'ozone, notamment par l'utilisation du sulfate. On a aussi des risques très importants de modification des régimes de précipitation qui sont principalement modélisés à la baisse. Dans certaines régions à la hausse, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces modifications des régimes de précipitation auraient lieu dans un contexte où on les observe d'ores et déjà du fait des conséquences des changements climatiques qui sont déjà à l'œuvre. On a aussi des risques de conséquences sur notre santé mentale, du fait d'une modification de la couleur du ciel. Imaginez avoir constamment un voile gris au-dessus de la tête. Ben oui, ça peut avoir un effet psychologique également. Et enfin, le plus gros risque, le risque de choc terminal. Alors, le risque de choc terminal, il veut dire quoi? En fait, l'idée, c'est que si on vient à commencer à diffuser ces particules chimiques, à vouloir refroidir artificiellement la température sur Terre, on va devoir continuer à le faire. Ça demande une logistique particulière, je vous l'ai montré tout à l'heure, 60 000 vols par jour, ça demande du carburant, ça demande des avions, ça demande une capacité à faire ça de manière continue. Or, des événements géopolitiques majeurs peuvent venir également stopper cela, des catastrophes naturelles importantes aussi. Et si on vient à arrêter de manière rapide la diffusion de ces particules-là, les températures vont augmenter tellement rapidement que ni les écosystèmes ni les sociétés humaines ne pourraient s'y adapter. Donc ce risque de choc terminal est d'ores et déjà connu et reconnu d'ailleurs par les scientifiques de cette discipline. Alors pour le blanchiment des nuages marins, on est sensiblement sur le même type de risque, donc la modification des régimes de précipitation, le choc terminal, avec en plus un risque de renforcement de l'acidification dans les océans. On sait déjà que ce phénomène est à l'œuvre, qu'il est très important et qu'il est très dangereux pour les écosystèmes. Et on a aussi des risques de changement dans le fonctionnement des écosystèmes au regard de la perturbation que l'injection de ces particules pourrait avoir sur leur fonctionnement. Alors, quels sont les risques pour les sociétés humaines? Il y en a plus que 4, bien entendu, mais je vais vous en parler de ces 4-là pour l'instant aujourd'hui. Alors, le premier, c'est celui de l'aléa moral. Ce risque-là, on entend beaucoup parler pour d'autres sujets également, mais c'est vraiment l'idée qu'en pensant qu'on pourrait avoir une technologie qui viendrait nous sauver, on vient à retarder, à ralentir les efforts nécessaires pour faire cette transition énergétique, cette transition plus large de notre société à un nouveau modèle économique. Et donc, on vient à ralentir tout cela du fait d'une potentielle technologie pouvant venir nous sauver. Le second, et qui n'est pas négligeable, c'est le risque d'échec. On pourrait essayer et ça ne pourrait ne pas marcher, mais il serait trop tard, en effet, car on n'aurait pas forcément mis en place les efforts nécessaires. On a aussi des implications en termes de sécurité humaine. Je vous parlais juste avant des possibles modifications des régimes de précipitation. On le sait d'ores et déjà aujourd'hui, des régimes de précipitation modifiés sur des populations qui sont dépendantes, par exemple, de l'agriculture pour leurs moyens de subsistance. Eh bien, ça a des implications en termes de sécurité humaine également. Si on pense à des catastrophes naturelles aussi, à des inondations importantes du fait de précipitations importantes, ça a des conséquences sur la sécurité humaine. On a aussi des implications en termes de justice. D'une part, un risque d'augmentation des injustices nord-sud. Pourquoi? Parce que les projets... Alors, je vais vérifier si j'ai mis une petite carte. J'essaie, non. Alors, c'était intéressant, en fait, si on regarde où sont développés les projets de géo-ingénierie solaire, c'est uniquement dans les pays du Nord. Pays responsables historiquement des émissions. Et donc c'est intéressant de voir que où est développée cette technologie-là et qui elle servirait, eh bien c'est toujours les mêmes. Donc on a en effet un renforcement possible des injustices nord-sud, notamment du fait de la non-implication
des scientifiques des pays du Sud dans les programmes scientifiques qui développent la géo-ingénierie solaire. Il y a un effort depuis les dernières années d'avoir plus d'inclusion à ce niveau-là, mais ça reste énormément à la marge. Ce sont principalement des hommes blancs assez riches. Donc c'est important à avoir en tête quand même parce qu'on a un imaginaire particulier. Rappelons de sabre, Satan, une étymologie particulière qui ramène aussi à un imaginaire spécifique. On a aussi une possible injustice générationnelle qui va s'apposer. Si on vient à commencer à diffuser et à utiliser ces technologies-là, les générations futures vont en hériter également et devront continuer à les utiliser parce qu'on aura fait certains choix politiques notamment. Alors en effet, pour vous parler des enjeux stratégiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la question c'est vraiment sur quelle température la Terre serait-elle réglée? Imaginons un grand thermostat, comme à la maison, sauf que la maison c'est la Terre, différents acteurs, différentes personnes à la maison, mais différents acteurs, différents États, avec différents intérêts, à avoir une température spécifique en fonction des intérêts qu'ils peuvent avoir sur leur territoire, à avoir une température qui serait plus ou moins chaude ou plus ou moins froide. Et donc la question en effet suivante, c'est quels intérêts, et les intérêts de quelles personnes, de quels États, de quelles élites servirait cette technologie-là? Qui, quoi serait à sauver? On a tout un argumentaire développé notamment dans la gauche américaine avec l'idée que la géo-ingénierie solaire pourrait contribuer à diminuer les inégalités sociales en permettant notamment aux populations situées dans les pays du Sud à moins souffrir de l'augmentation de la température moyenne. Alors, c'est une idée intéressante. Elle part cependant du constat que la géo-ingénierie serait développée dans un idéal commun, où on viendrait protéger les plus vulnérables. Est-ce que ça va être le cas? Ça, c'est une autre question, mais c'est l'idée que je vais aussi essayer de développer lorsque je vous parle tout de suite des enjeux stratégiques. Alors, pourquoi la géo-ingénierie, c'est un enjeu stratégique de fait? Bien, tout d'abord, parce que c'est directement lié à la souveraineté étatique. D'une part, par l'échelle d'intervention, on vient chercher à agir dans les océans, pas toujours en zone économique exclusive et donc en zone internationale, lien avec la souveraineté étatique. On vient chercher à agir sur la stratosphère, dans l'espace potentiellement, encore une fois, un espace de débat, de négociation entre acteurs différents qui se partagent un espace spécifique. Et on vient à agir sur une toute autre échelle d'intervention, c'est-à-dire qu'on va chercher à contrôler, à maîtriser la température sur Terre. Donc on est vraiment ici dans un cadre particulier où le lien aux relations entre États est central. Le lien également avec le contexte géopolitique actuel est à prendre en compte. Pourquoi ? Alors on se trouve aujourd'hui dans un contexte géopolitique spécifique, la guerre en Ukraine bien entendu, mais également plus généralement un déclin de la puissance américaine, une montée de la Chine et bien sûr un contexte géopolitique que l'on connaît avec des écosystèmes qui sont en danger, un changement climatique qui augmente et donc plus généralement, et on l'observe notamment dans le cadre des négociations climatiques, où on a des accords qui sont pris, mais un échec général à pouvoir agir. Et donc la géo-ingénierie s'inscrit également là-dedans, dans les rapports de force qu'il peut avoir, dans les échecs possibles, et notamment dans les échecs à se mettre d'accord. La géo-ingénierie solaire et les différents scénarios qui sont développés reposent notamment sur l'hypothèse que les différents États arriveraient à se mettre d'accord sur la température à atteindre. Ils s'assiraient autour de la table, comme dans le cadre d'autres négociations qu'on a pu connaître, et décider à combien est-ce qu'on règle le thermostat, quelle est la température, ce qui nous indiquerait combien d'avions envoyés, combien de particules diffusées, etc. On est quand même sur un modèle assez idéaliste notamment si on prend le contexte géopolitique actuel et la capacité relative à coopérer sur des enjeux de ce type-là. Pourquoi ? Ça, c'est mon autre point. Parce qu'on a une implication d'acteurs spécifiques aussi là-dedans, les acteurs militaires. Les acteurs militaires qui servent les intérêts nationaux de certains États, de leurs États respectifs. Et en effet, on a possiblement un risque de militarisation de cette technologie-là. N'entendons pas là un risque d'utilisation comme une arme non conventionnelle. C'est un peu l'idée qu'on pouvait en avoir avant. On va venir utiliser, comme ça a pu être le cas lors de l'opération Popeye au Vietnam, l'agent orange pour modifier la météo. La militarisation ici, elle indique simplement un usage stratégique de la technologie. Donc ça ne va plus être un usage pour le bien commun, on va se mettre d'accord et décider ensemble, et là encore, ça comporte tous les risques que je vous ai exposés juste avant, mais bien l'usage stratégique, diffusé en Arctique par exemple, pour ralentir la fonte des glaces, etc. Et donc le papier là, de Surprise en 2020 revient, et je vous invite à lire si vous êtes intéressé, sur l'implication des acteurs militaires américains
notamment de la CIA, du département de la Défense, des financeurs, sur la géo-ingénierie et sur l'imaginaire qui est associé. Parce qu'en effet, dans les différents scénarios, qui permettent notamment à moi, par exemple chercheuse en sciences sociales, de pouvoir réfléchir aux implications géopolitiques de développement de cette technologie l'IA. Il y a des scénarios de déploiement qui nous indiquent un potentiel déploiement par un acteur de manière unilatérale. Très souvent, ces acteurs-là, c'est la Russie, la Chine, avec comme conséquence des représailles, et des représailles notamment militaires. Et donc on a tout un imaginaire qui amène à réfléchir à cette technologie-là par un prisme sécuritaire plutôt qu'un autre. Et donc ça nous pose des vraies questions, notamment des questions de sécurité humaine, de sécurité nationale, de sécurité internationale. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous exposer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sophia, et une belle illustration des liens évoqués par Nadia juste avant. Alors il est maintenant temps d'avoir des questions. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. C'est peut-être un point de détail, mais je n'ai pas compris pourquoi en fait, la technique avec les nuages aggravait la décidification de l'océan et pas l'autre, parce que finalement, si on utilise la géo-ingénierie solaire pour ne pas trop se priver en termes d'émissions de gaz à effet de serre, l'océan il va beaucoup s'acidifier. Et donc pourquoi l'une favorise plus que l'autre, je n'ai pas bien compris en fait. C'est une très bonne question. Je ne pourrais pas vous répondre parce que je n'ai pas de qualification spécifique en sciences naturelles. Moi, de ce que j'ai compris, c'est d'une part l'échelle d'intervention, c'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir à la même hauteur. Donc là, on va être beaucoup plus proche de l'océan, d'une part, et certainement le type de particules chimiques qui est utilisé. Dans un cas, c'est du sel, dans l'autre cas, c'est d'autres choses. Et donc aujourd'hui, les modèles, c'est ce qu'ils indiquent. Mais je ne pourrais pas, je préférerais pas m'aventurer sur un domaine que je ne connais pas. Merci. On a une autre question là-haut. J'ai aussi une question un peu technico-scientifique, mais qui réfère à ce que vous avez dit au tout début de la présentation. Vous avez mentionné les éruptions volcaniques comme source d'émissions qui modifient la température au niveau mondial, dans un sens ou dans l'autre, parce que les volcans émettent aussi du CO2, donc ça peut réchauffer ou refroidir suivant les cas. Et ce que je n'ai pas bien compris en fait dans votre démonstration, c'est que vous semblez décrire des projets où l'objectif c'est un peu de couvrir la planète d'une substance, alors qu'apparemment les volcans c'est des points qui émettent et qui diffusent ensuite. Donc en fait, ce que je ne comprends pas du tout, c'est quelle est la dynamique de ces substances au niveau mondial quand on les émet en un point donné. À bout de combien de temps elles disparaissent? Est-ce qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent à ces questions qui me semblent fondamentales, parce que sinon, enfin, on raisonne pas dans le cadre des volcans, là, on raisonne dans autre chose. Oui, alors en fait l'idée du volcan c'est vraiment une sorte de mimétisme, donc ils sont venus s'inspirer de cette éruption-là en se disant ok, peut-être que si on diffuse des particules chimiques, on va réussir nous aussi à refroidir artificiellement la Terre. Donc c'est vraiment une sorte de mimétisme de cela, c'est pas du tout l'inspiration, et d'ailleurs on n'utilise pas forcément le même mécanisme que d'une éruption volcanique, mais l'idée ici ça va être de créer une sorte de voile miroir à un certain endroit. Donc aujourd'hui, on a différents modèles en fonction des projets à l'œuvre sur le diamètre de ce voile-là. Est-ce que ça va être 3 à 4 km? Où est-ce qu'on va le diffuser? Et donc là, la réponse à votre question va dépendre en fait de quelles particules chimiques on va utiliser, à quelle hauteur on va la diffuser, ou quels courants vont être associés. Donc je ne peux pas donner de réponse spécifique, mais bien sûr c'est étudié, et c'est étudié par les différents scientifiques. Donc les projets que je vous ai montrés, je vous les ai montrés pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont à des stades d'avancement les plus importants en termes de, on passe à expérimentation à échelle réelle, mais on a de nombreux projets, notamment en France, au LATMOS, qui modélisent la géo-ingénierie solaire. Donc on a des scientifiques, c'est pas du tout mon cas, je vais pas prétendre pouvoir vous expliquer ça clairement parce que je suis chercheuse en sciences sociales, mais on a des personnes bien sûr qui s'intéressent à cela, et tout va dépendre en fait de la manière dont on va essayer de diffuser ça, quoi, où, comment. Alors aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on va venir la diffuser, ça va rester sur place à un moment, mais ça va venir se dissoudre, et c'est pour ça qu'on va devoir le faire de manière continue. Ça ne va pas rester au même endroit. Voilà. Mais ça reste local potentiellement. Ça. Enfin, ça peut être une action purement locale. Absolument. Bah, c'est notamment ce que je vous ai montré sur le Arctic Ice Project, où l'objectif, c'est vraiment d'avoir une technologie qui va agir uniquement sur cette zone géographique. Le blanchiment des nuages marins, ce qui est utilisé sur la Grande Barrière de Corail australienne, c'est la même idée, c'est d'avoir une action localisée sur la Grande Barrière de Corail australienne. Encore une fois, tout va dépendre en fait de la quantité qu'on va venir diffuser, mais là, on a au tout début, l'expérimentation c'était en 2020, il va en avoir d'autres, mais oui, ça peut être aussi local comme effet. C'est ce que j'expliquais avec cet usage stratégique aussi, c'est qu'on peut avoir une action localisée. Voilà. Merci. Merci. Une question juste à côté.
Merci pour cet exposé. J'avais une question. Bon, vous n'avez pas parlé des DAC, mais vous en avez montré. Si on parle des DAC, c'est-à-dire de la capture du carbone, c'est hors de prix thermodynamiquement. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que tout ça ne relève pas de l'intox? Je veux dire, en son temps, on a fait la guerre des étoiles. Et finalement, ce n'était pas faisable technologiquement à un coût raisonnable. Et tout. Bon, alors, ça a eu un effet, de toute façon, géopolitique. Mais est-ce qu'on a réellement les moyens technologiques de faire tout ça? Parce que il n'y a qu'un élément de quantification, c'est le nombre de vols, d'heures de vol, de tonnes, pour un budget assez modique d'ailleurs, je trouve. Mais est-ce que l'entretien sur le long terme, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire finalement? Alors, c'est une bonne question. À ce moment-là, c'est de l'intox. Voilà. Je répondrai pas, je pourrais pas répondre oui, on peut le faire, on peut pas le faire. Moi, ce que j'essaie de comprendre aujourd'hui, c'est qui les développe et comment. Et aujourd'hui, les moyens nécessaires tels qu'on projette de le faire, c'est relativement simple. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils nous expliquent, et c'est d'ailleurs ce qui leur donne, on va dire, de la force dans l'argumentation. On a besoin d'un ballon, d'un avion et de particules chimiques. Est-ce que c'est possible de le faire sur du long terme? Et c'est notamment le contre-argument, ce risque d'échec que j'ai évoqué, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va pouvoir arriver. Donc est-ce que c'est une intox ou pas? Ce qui est important à retenir, c'est que ça commence quand même à venir dans la boîte à outils de certains acteurs. Est-ce que ça va marcher? Et ça, c'est le risque d'aller à morale. C'est-à-dire que, on pense à ça, est-ce que vraiment ça va pouvoir marcher ou pas? Au final, on retarde. Donc, est-ce qu'on peut le faire? Tout va dépendre des moyens qu'on met. Est-ce qu'on doit pouvoir le faire, même si on peut? Ça, c'est encore une autre question. La capacité à le faire n'est pas forcément une justification du besoin de le faire aussi. J'ai essayé aujourd'hui, quand je parle de la géo-ingénierie solaire, je participe aussi à la mettre dans l'imaginaire de tout le monde, et c'est un peu compliqué pour moi, parce que je ne sais pas ce que je souhaite faire forcément, mais je trouve important qu'on sache ce qui est en train d'être développé. Et ce que j'essaie de montrer, c'est aussi tous les risques qui y associent, et surtout les risques stratégiques sécuritaires, et notamment les risques qui sont associés à un potentiel déploiement unilatéral, un déploiement d'un acteur qui ne serait pas forcément bien attentionné. Et donc, cette question, est-ce qu'on pourra le faire si les moyens sont donnés? Et aujourd'hui, on voit des financements qui accroissent énormément, à la fois d'acteurs privés, beaucoup d'acteurs privés, d'individus, et aussi d'acteurs publics, au regard de la somme que ça demande, en comparaison aux investissements qui sont demandés pour faire une transition à grande échelle. Et c'est ce qui est la manière dont ils justifient aussi l'importance de financer leur projet, c'est que ça nous coûtera moins cher et on peut le faire parce que les moyens logistiques, finalement, c'est de la logistique, donc il n'y a pas de problème. Celui qui donne les coûts? Oui, bien sûr. Là, pour le coup, c'est le projet que je vous ai présenté. On peut aussi changer, en jouant sur la Lune, on peut changer l'inclinaison terrestre. En fait, c'est un nouveau projet que je ne vous ai pas présenté aujourd'hui, qui s'appelle Space Bubbles, qui cherche à agir ici, à changer d'échelle d'intervention, à passer dans l'espace, pour éviter justement tous les enjeux qui peuvent être associés à une intervention dans la stratosphère, au risque pour les écosystèmes. Là, il propose, et c'est vraiment en développement, c'est pas un projet dans un livre, il propose de former un radeau énorme avec du sort de papier bulle dessus, à le placer entre le Soleil et la Terre, même objectif, refléter les rayons solaires vers la Terre. Donc oui, on a d'autres types de technologies qui j'essaie de présenter aujourd'hui, celles qui sont à un stade d'avancement le plus important. On va prendre une dernière question pour ne pas prendre trop de retard. Oui, bonjour. Ben Kramer, je vous remercie pour votre exposé. C'est super intéressant. Merci. Et il se trouve que hier, j'étais avec un climatologue qui s'est pointé au Sénat, Alan Robock, que vous connaissez peut-être, et qui a beaucoup travaillé sur l'hiver nucléaire. Et donc l'une des questions que j'aurais, ce serait, dans le cadre de cette militarisation de la géo-ingénierie, jusqu'à quel point est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de recourir éventuellement à le recours aux armes nucléaires, à certaines munitions, pour refaire l'équivalent probablement de ce qu'on a fait avec Tambora, l'éruption volcanique de Tambora en 1815. Je me demande si ça ne fait pas partie aussi de certaines des considérations. D'autant plus que Rodock a participé à tout le réseau des ONG contre la géo-ingénierie et lui-même, vu les risques d'hiver nucléaire, il s'est senti très mobilisé là-dessus. Alors je voudrais juste faire une remarque. C'est par rapport au Global South. Je me permets de vous dire que les pays les plus avancés en géo-ingénierie aujourd'hui se trouvent au sud, et vous avez même des scénarios du Pentagone qui vous expliquent ce que veulent faire le Bangladesh, qui est au top niveau de la géo-ingénierie,
et d'autres pays comme l'Indonésie. J'ai l'impression que ça, vous l'avez un tout petit peu laissé de côté. Merci. Vous parlez de projets où on est en expérimentation encore en laboratoire, j'imagine, parce qu'à expérimentation à échelle réelle, les projets qui sont à expérimentation à échelle réelle, ils sont dans les pays du Nord, mais je l'ai mentionné aussi, on a bien sûr beaucoup de projets à expérimentation en laboratoire en Inde, en effet au Bangladesh, mais on n'est pas à un stade d'expérimentation à échelle réelle, mais vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, quand je parle du Global South, c'est un terme qui est aussi débattu. J'essaie de l'utiliser pour parler des pays du Sud, mais voilà, il n'y a pas de généralisation, chaque pays est différent, bien entendu, et les outils à utiliser aussi. Alors, pour répondre à la question, sur la question du nucléaire, deux choses. La première, c'est que je ne pourrais pas vous répondre oui, on y réfléchit, parce que je n'ai pas vu d'informations là-dessus, mais je ne peux pas dire non, parce qu'on est dépendant de l'information qu'on veut bien nous donner. Donc, notamment les acteurs, par exemple, militaires qui peuvent travailler dessus. Bon, bah, moi, je suis dépendant des informations qui sont rendues publiques. Si c'est le cas, c'est possible. Est-ce que c'est officiellement le cas? Ça, je ne le sais pas. Par exemple, les États-Unis sont assez, on va dire, ouverts, c'est-à-dire qu'ils rendent publiques des études. La Chine, la Russie, c'est beaucoup plus compliqué de savoir où est-ce qu'ils en sont en termes de développement de cette technologie-là. Il est possible tout de même qu'ils soient aussi en train de la développer au regard notamment des intérêts possibles qu'ils peuvent avoir dedans, au regard notamment de l'avancement de la Chine sur la question de la modification de la météo. Donc il y a une autre échelle d'intervention, mais ils sont tout de même très avancés. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on est dépendant de l'accès à l'information et donc je n'ai pas vu ce type de choses. Par contre, il y a un parallèle qui est fait très souvent avec la question du nucléaire et de la gouvernance du nucléaire notamment, avec cette idée qu'on pourrait instaurer un régime de gouvernance similaire à celui du nucléaire pour la géo-ingénierie solaire. Donc on a eu plusieurs avocats de la gouvernance qui ont fait cet argument-là, d'essayer de faire la même chose avec des critiques également, c'est-à-dire qu'on permettrait à certains de le faire, c'est-à-dire certains ont le droit d'avoir l'arme nucléaire, d'autres non. Certains auraient le droit d'avoir la géo-ingénierie solaire, d'autres non. Qui décide ça, comment? Donc là, on est clairement dans des questions géopolitiques. Voilà. Alors vous êtes nombreux à avoir encore pas mal de questions, mais je pense qu'on poursuivra les échanges avec plaisir, oui, dans la pause. Bien sûr. Merci beaucoup, Sophia. Merci à tous. Merci.